notre petite réunion ce matin est autour du thème « Les voix féminines dans le polar ». Donc à notre période où les femmes commencent à bien se faire entendre, on peut se poser la question et on a réuni, enfin le Goéland Masqué a réuni sur cette thématique 3 autrices dont on va vous parler. Donc pour introduire un petit peu ce sujet, on peut dire que pendant longtemps le roman noir a été considéré comme un genre très masculin, sans doute à cause d'une certaine violence, des thématiques qui émergent de ces livres, le gendarme et le voleur, l'assassin, mais aussi les bas-fonds, où très peu de femmes se promènent, ou des femmes avec des professions liées aux voyous. Mais beaucoup d'autrices, et certaines interventions confirment, s'approprient le genre depuis ces quelques dernières années, voire décennies. Alors bien sûr, on connaît des figures emblématiques comme Agatha Christie ou Daphné du Maurier ou Mary Higgins Clark, beaucoup d'anglo-saxonnes au départ, et on a parlé aussi là tout de suite de Fred Vargas qui à son époque avait vraiment un petit peu marqué les esprits. Alors, ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est peut-être, et nos autrices vont nous donner leur point de vue là-dessus, non seulement qu'il y aurait plus d'autrices, mais peut-être surtout que les personnages de ces romans sont des personnages féminins dans des rôles principaux, ce qui n'était pas le cas, les femmes étant surtout autrefois des faire-valoir des brigands ou des policiers. Là, maintenant, les femmes sont commissaires et sont peut-être aussi même assassins. Donc, les femmes se sont emparées du thème et pas seulement de l'écriture. Voilà. Alors, je vais vous présenter les autrices qui sont là. Donc, je vais commencer par Sylvie. Sylvia, pardon, excusez-moi. Ça commence bien. Sylvia, alors je ne vais pas écorcher votre nom. Caninacci. Caninacci. C'est pas évident. Caninacci. Je vous aide, Caninacci. Voilà, Caninacci. Donc pour son roman qui s'appelle Des îles et des chiens. Donc Sylvia, vous avez travaillé dans la communication pendant un certain temps. Et puis, vous nous raconterez peut-être, et puis vous vous êtes installé en Corse, dans le village de vos parents, de vos ancêtres même, et vous nous présentez aujourd'hui votre premier roman, qui a reçu déjà plusieurs prix, et qui a une construction originale, puisqu'il est raconté par un petit garçon qui est victime d'un accident. Et il va remonter un peu l'histoire de ses parents notamment, de la Corse aussi, qui a conduit à cet accident dramatique. Et donc, c'est toute une famille dysfonctionnelle et peut-être même un lieu dysfonctionnel. Voilà. Et donc, on peut vous demander tout de suite quelle est la voix des femmes dans votre roman? Parce qu'il y a des femmes assez importantes. C'est un roman, c'est une tragédie familiale en fait. Donc c'est vrai que d'abord c'est sans doute un sujet sur lequel les femmes ont historiquement, pas essentiellement, je ne sensibilise pas les femmes, mais historiquement sans doute plus de choses à dire que les hommes parce qu'elles y sont plus mêlées et elles sont plus au cœur des relations familiales qu'elles entretiennent souvent. Et après, le petit garçon, le narrateur, c'est pas une fille, c'est un garçon. Et c'est vrai que le personnage principal, c'est quand même celui de la mère. Enfin, je sais pas s'il y a un personnage principal. Non, j'ai vu 3 femmes quand même importantes. Il y a effectivement la mère, mais enfin le père, il prend beaucoup de place quand même dans cette histoire. Donc, je sais pas en fait, je sais pas trop répondre. Moi, je crois que c'est plus le sujet qui est la famille, dont les femmes sont sans doute
elles sont souvent plus concernées par les histoires de famille que les hommes. Donc c'est plus de ce côté-là, je dirais. C'est plus du côté du sujet que du côté des héroïnes. Et bon, effectivement, le mec, il est quand même, il est vraiment très 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 malade, l'homme en question. Donc il y a effectivement une vision quand même un peu, il s'en sort, il prend cher le mec, quoi, alors que les gonzesses, elles s'en sortent quand même un peu mieux. Donc c'est peut-être ça le côté moi, je dirais que féminine. Je l'ai lu avec cette thématique qu'on m'avait proposée, et du coup, j'ai vu quand même une grand-mère qui représente la Corse, avec la façon dont on protège justement ces hommes un peu dysfonctionnels, comme le père du petit garçon. Il y a la mère, la jeune mère de famille, qui a épousé un type qui, tout compte fait, montrait déjà que ça n'allait pas. Et puis il y a cette amie qui devient l'amie du petit garçon, cette femme qui a perdu son mari en mer et qui regarde la mer à l'infini. Donc il évolue quand même entre trois femmes assez importantes et un père, je dirais, absent. Oui, un père absent et en même temps extrêmement présent, puisque c'est quand même autour de lui que tourne tout, quoi. Donc son absence, elle est vraiment problématique. Donc c'est vrai que les héroïnes féminines, je m'en sens plus proche, peut-être parce que j'ai été construite comme une femme, donc j'ai plus de sensibilité aujourd'hui envers les femmes qu'envers les hommes. Donc voilà, ça doit être ça. Très bien, merci beaucoup. Alors le deuxième roman, c'est Qui voit son sang, c'est un roman d'Elisa Vix. Vous avez publié plusieurs romans aux éditions du Rouergue et vous avez obtenu en 2020 le prix Anila Mecker pour le roman Elle, le gibier. Voilà. Donc là, c'est un roman qui débute aux Antilles. Une jeune femme victime d'une leucémie va charger son amoureux, un jeune Antillais, de retrouver son père, sa mère étant décédée, pour éventuellement savoir s'il était susceptible de participer à une greffe osseuse qui lui donnerait un espoir de vie. Et donc ce jeune Antillais va être conduit à retourner en France et puis notamment à Ouessant pour retrouver les origines un peu de la naissance de sa fiancée. Et on va se retrouver dans un roman, là encore, familial, avec un secret de famille assez fort, et des hommes un peu pleutres, et par contre, des femmes qui ont tenté de mener une vie à elles, différente, notamment la mère de cette jeune femme. Voilà. Donc, comment vous avez construit un peu ce roman, sur quelle base ça Alors, au départ, j'avais eu deux images dans ma tête, donc il y avait, je sais pas si on m'entend, donc il y avait, c'est un peu anecdotique, mais la première image, c'était un appartement dévasté, une jeune femme enceinte qui avait disparu, et la deuxième image, c'était ce couple mixte sous le soleil des Antilles. J'avais envie d'avoir un personnage de couleur, parce que je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de personnages noirs dans le roman policier, donc ça n'a rien à voir avec les femmes. Et après, c'est vrai que c'est quand même un roman qui est partagé en 4 parties, donc, que j'ai appelé des livres, et ils sont tous centrés sur un personnage féminin. Alors même s'il y a des hommes dans mes romans, c'est vrai qu'il y a souvent beaucoup de personnages féminins. Et ce que j'aime bien, en fait, moi, c'est le rapport homme-femme. J'ai souvent centré mes romans sur ça, c'est ce que j'aime bien étudier. Voilà, donc ça s'est construit petit à petit, donc c'est un travail de longue haleine. Et donc c'est aussi un roman qui est sur trois périodes différentes, effectivement avec des secrets qui remontent de génération en génération. Vous pouvez nous présenter brièvement ces 4 femmes? Alors la première, c'est Rose, celle dont vous avez parlé, donc qui est atteinte d'une leucémie, et donc son compagnon qui est vraiment un personnage hyper positif. Alors là, il n'y en a pas beaucoup dans les romans policiers, c'est un chevalier en fait, et vraiment, je me suis fait un peu plaisir avec ce personnage, une fois.
Donc il va partir à la recherche, parce qu'on découvre rapidement que son père n'est pas son vrai père, donc il part à la recherche de son père biologique, et donc il va remonter à l'histoire en fait de la mère de Rose, donc qui s'appelle Christine, avec une histoire de kidnapping. Et après, on remonte. C'est un peu compliqué, mais voilà, c'est toujours des histoires de femmes. Après, il y a Anna et Gwenola, mais je peux pas trop raconter. Après, c'est vrai qu'il y a une autre petite anecdote. C'est pour le cinéma, en fait, il y a un test qu'on peut faire pour savoir s'il y a assez de femmes dans un film. C'est celui de savoir déjà s'il y a des scènes où il y a des femmes toutes seules, sans hommes. Et après, il faut savoir si dans ces scènes, les femmes, elles parlent entre elles. Et si elles parlent d'un personnage qui ne soit pas un personnage masculin. Et quand on essaye de le faire, c'est pas toujours facile. Donc moi, c'est pas toujours concluant. Donc moi, j'ai essayé de faire pour mes romans. Et j'étais assez contente parce que je passais le test. D'accord. Bon, on peut se féliciter que la Palme d'Or ait été cette année remportée par une jeune femme. Je ne sais pas si elle parle que de femmes entre elles, mais... Non, mais forcément, je pense que déjà un premier pas. Voilà, ça ouvre quand même sur des personnages féminins. C'est pas... moi, j'aime bien avoir des personnages masculins, et puis il faut quand même se souvenir que c'est Gustave Flaubert qui a écrit Madame Bovary, donc c'est vraiment pas le sujet de savoir si c'est un homme ou une femme qui écrit, mais effectivement que les femmes soient représentées, à la fois en tant qu'écrivain et en tant que personnage, c'est vraiment important. Merci beaucoup. Et puis enfin, notre troisième autrice, Chantal Pelletier, qui est une autrice quand même déjà reconnue, qui a fait du théâtre, puisque vous étiez une des trois Jeanne, qui à une certaine époque a eu un très très grand succès. Et vous êtes édité chez Joël Losfeld. Vous avez écrit 5 romans, et chez Joël Losfeld, peut-être non, mais parce que j'ai écrit aussi La série noire, qui est un peu plus liée au festival finalement. D'accord. Oui. Donc le roman que vous présentez aujourd'hui, qui s'appelle L'Ourson, raconte la rencontre de Anne, qui est responsable d'une photothèque cinématographique, et qui va rencontrer Orson Welles. Et l'intrigue, si on peut dire, se déroule entre le jour de la mort de François Truffaut jusqu'à quelques mois plus tard, peut-être 1 an plus tard, à la mort d'Orson Welles. Donc on va naviguer à travers Paris aux côtés de ces deux personnages un peu pris dans leur solitude, qui vont avoir cette rencontre éphémère autour d'un repas d'abord, et puis dans Paris. Et Anne est un personnage qui navigue entre rêve et réalité. Elle parle à un moment d'un amant, on ne sait pas si j'ai pas réussi à savoir s'il existait vraiment ou si c'était dans ses rêves. Et donc c'est un personnage assez complexe qui semble toute petite à côté de cet énorme Orson Welles qui déambule en fin de vie comme ça à travers Paris, où il est quand même, où il est très reconnu, mais il n'a plus de projet, il erre dans les écoles de cinéma et un peu seul au monde. Donc, comment cette héroïne va se révéler au contact de ce personnage totalement hors norme, et comment vous avez conçu cette histoire? Elle est toute petite, et on imagine même que sa croissance a été perturbée par une tragédie dans l'enfance quand elle avait 8 ans et que donc elle n'a pas tout à fait grandi comme il fallait, en face de cette montagne qu'est Wells, puisqu'il est extrêmement grand, enfin il mesure plus d'1,90 m, il pèse 150 kg, il est vraiment... C'est un personnage démesuré. Donc c'était finalement dans ce face-à-face, révéler comment finalement donc évidemment il n'y a pas de combat, c'est une rencontre, mais elle qui a tout pour avoir été vraiment cabossée dès l'enfance par cette tragédie, finalement elle se révèle peut-être plus solide et plus forte que Wells, qui a été un génie dans
énormément de domaines, puisqu'il a été un génie et du théâtre, et de la radio, et du cinéma, et de la comédie, comme lui comme acteur. Il n'a pas du tout joué seulement dans ses films, et il a même incarné des personnages extrêmement différents, avec un charisme extraordinaire. Et cette petite femme qui n'est pas grand-chose, qui fait juste un métier de l'ombre, parce qu'elle travaille dans une revue de cinéma, elle s'occupe des photos, je veux dire, bon, c'est pas... Et finalement, pourquoi ça s'appelle l'ourson? Parce que ça aurait pu s'appeler l'ogre, parce que finalement, Wells peut représenter une sorte d'ogre. Pourquoi l'ourson? Parce que finalement c'est elle qui va le transformer peu à peu en une espèce de jouet de compagnie, et donc en débusquant toutes ses fragilités à lui, tous ses échecs, parce qu'en fait c'est un homme qui a évidemment connu un succès mondial, et donc qui a été une sorte de surpuissant, mais à la fois qui à la fin de sa vie est en but à des échecs répétés, parce que les producteurs ne veulent plus de lui, de ses caprices, et donc personne ne veut miser sur lui. Et donc, cette femme qui a tout pour être une victime et de cette tragédie qu'elle a vécue et de sa vie solitaire, etc., n'en est pas une. Enfin, c'était ça qui comptait énormément pour moi, c'est-à-dire d'essayer de ne pas mettre en scène, en tout cas, des femmes victimes, mais des femmes qui remportent une forme de victoire sur elles-mêmes, sur les autres, enfin sur leur destin, sur leur vie, etc. Voilà. Mais à la fois, comment dire, quand on parle du noir, puisque c'était, je crois, l'intitulé de la rencontre, je ne sais pas si c'est réellement, s'il s'agit réellement d'un roman noir, parce que quand vous parlez c'est vrai que je publie des textes chez Joël Losfeld depuis un certain temps, mais j'ai aussi beaucoup publié à la Série Noire, même encore l'année dernière récemment. Et donc, je ne saurais pas vraiment dire quelle est la différence, mais c'était en même temps assez important pour moi de pouvoir être répertorié dans des collections noires, parce que c'est surtout une question éditoriale, hein, qui fait qu'on est dans le noir ou pas dans le noir, et à la fois comment dire, pour moi c'est vraiment quand même deux formes d'écriture qui se nourrissent l'une de l'autre, c'est-à-dire que parce que c'est toujours frappant d'imaginer que quand vous écrivez un polar et qu'on va vous faire des compliments, on vous dit « Ah, c'est formidable ton livre parce que c'est mieux qu'un polar », et quand vous écrivez un roman qui n'est pas un polar et on veut vous faire des compliments, on vous dit « C'est formidable ton livre parce qu'il se lit comme un polar ». Donc évidemment, on a tous envie d'écrire des livres qui soient plus que des polars et qui se lisent comme des polars. Donc, voilà. Donc en fait, j'essaie de passer de l'un à l'autre. Et je suis tout à fait d'accord avec Elisa pour dire que l'important, c'est les relations qui sont mises en scène entre les hommes et les femmes. Et que, on en parlait tout à l'heure avec Laurence, c'est vrai qu'on peut se féliciter que les choses aient quand même changé en 25 ans, disons. Au début des années 90, à la Série Noire, qui était quand même une collection mythique du noir, il n'y avait absolument, donc en 1990, donc la Série Noire a déjà 40 ans, il n'y avait pas eu de femme qui avait écrit, en tout cas qui avait signé en tant que femme. C'est-à-dire il y avait une femme, une américaine, dont j'ai oublié le nom, qui avait signé avec un nom d'homme, donc on ignorait que c'était une femme. Et il y avait une femme qui avait écrit en couple avec un homme. Donc voilà, c'était tout. Et Patrick Rénal, arrivant à la Série Noire au début des années 90, ça a été vraiment une volonté de sa part de faire entrer les femmes à la Série Noire. Il y en a eu un certain nombre, comme Sylvie Granotier, Pascal Fontenot, Nadine Monfils, etc., qui ont vraiment inauguré dans les années 90, c'est-à-dire extrêmement récemment, enfin bon, il y en a eu d'autres, et c'était un moment où dans d'autres collections, il y avait des gens comme Dominique Manotti, comme Fred Vargas, etc. Mais vous pourrez remarquer que Dominique Manotti et Fred Vargas, on ne peut pas se douter en prononçant leur nom que c'est des femmes. Et c'était une volonté et de l'une et de l'autre. Et donc, et on est dans les années 90, et donc c'est pas si loin.
Et Dominique Manotti, qui ne s'appelle absolument pas Dominique, et ni Manotti d'ailleurs, parce qu'en fait, Manotti, c'est justement elle a repris son prénom et son nom pour faire un nom. Et elle dit, moi je ne voulais pas être, je voulais être lue sans qu'on imagine que j'étais une femme. Et je pense qu'il y avait aussi cette idée dans la décision de Fred Vargas de se faire appeler ainsi. Donc c'est ça qu'il faut quand même bien photographier. C'est-à-dire que quand les femmes, disons, arrivent un peu en nombre dans les années 90, c'est vraiment quelque chose de nouveau, c'est vraiment quelque chose d'important. Et tout le noir vit sur les codes qui ont été donnés par les pulp fiction américaines, etc. Les femmes sont des femmes objets, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup de cervelle et beaucoup d'attrait par ailleurs. Les hommes sont des hommes certes démolis, etc., mais quand même surpuissants. Enfin, ils sont, je veux dire, ils peuvent boire et faire, tu vois, ils sont surpuissants. Les nénettes qui sont toujours très bien foutues et tout ça, elles sont folles d'eux, et voilà. Et en fait, et dans les années 90, même s'il y a bien sûr déjà des gens qui jouent avec ces codes, c'est quand même encore ces codes-là. La preuve, comme disait Laurent, c'est qu'on est un certain nombre de femmes à avoir été engagées par Jean Bernard, qui est ici et que tout le monde adore et plus que ça, avait inventé un personnage de Cheryl, qui était donc la compagne du poulpe, donc qui était ce héros libertaire, etc., qui menait des enquêtes dans cette France, je veux dire, au moment des sans-papiers, enfin de plein de choses comme ça. Je veux dire, elle était coiffeuse et elle collectionnait les pluches. Donc, je veux dire, bon, elle était très jolie, évidemment, elle était très blonde, enfin tout allait bien, mais quand même, évidemment, c'était de l'humour. Hein, on comprend bien que c'était de l'humour, enfin vous voyez. Donc, et moi, quand j'ai découvert ça, moi je ne connaissais pas du tout le polar quand j'ai commencé à en écrire. Quand Jean Bernard m'a demandé d'écrire un Cheryl, je n'ai jamais lu de polar, ou quasiment. Je ne connaissais pas les codes du polar. Quand j'ai reçu la Bible, c'est-à-dire ce qu'on nous donnait pour écrire, j'en revenais pas. Enfin, il faut dire que moi, je venais du café-théâtre où les Jeannes, ça avait été notre boulot de raconter des relations justement entre hommes et femmes qui mettaient beaucoup les hommes et les femmes d'ailleurs disons en position ridicule. Et donc, évidemment, bon, ma chérie, elle est partie tout de suite, on n'a jamais vu une peluche, ni son salon de coiffure, etc. Mais quand même, et d'autre part, aussi bien Jean Bernard que Patrick Rénal qui s'occupaient de cette collection et tous ceux qui étaient autour, ils considéraient que enfin Laurence, tu vas pas me contredire, c'est-à-dire qu'il fallait que ce soit des femmes qui mettent Cheryl en scène dans l'enquête, parce qu'autrement, eux, ils ne savaient pas faire. Et ils le reconnaissaient qu'ils ne savaient pas faire. Il fallait que ce soit des femmes. Donc, ce que je voudrais, enfin moi, ce qui me semble important, c'est de photographier cette évolution extraordinaire qu'il y a eu. Voilà, parce que je peux vous dire qu'il y a 25 ans, on était un certain nombre, hein, j'étais loin d'être seule, mais j'ai quand même très souvent joué la femme de service, et j'en ai tiré profit, évidemment, mais bon, voilà. Quand même la femme de service. Pour rebondir sur ce que vous dites, qu'est-ce que vous pensez du coup que les femmes apportent dans le polar, dans le roman noir, dans le thriller maintenant qu'elles ont toute liberté, on peut dire, de s'exprimer? Chacune d'entre vous. Bah oui, c'est-à-dire aussi bien que Elisa, elles ont répondu à ça, c'est-à-dire les relations entre les femmes, la place qu'elles ont. C'est-à-dire que mon livre, c'est vraiment un petit garçon qui regarde ses parents se déchirer. Hein. Donc c'est vraiment la famille dysfonctionnelle, les violences faites aux femmes et surtout l'emprise. Et effectivement, la femme en question qui est sous emprise et c'est très compliqué d'être sous emprise, hein, parce qu'effectivement elle est folle dingue de cet homme. Elle est vraiment folle amoureuse de cet homme qui l'a détruit parce qu'elle a rêvé d'un homme. De la puissance de cet homme qui est extrêmement toxique. Et effectivement, la fin du livre,
elle se dépasse elle-même. C'est-à-dire qu'elle en sort de cette emprise. Je ne sais pas comment elle en sort, mais elle en sort. Donc c'est une victoire. Et donc il y a aussi toute une scène vraiment où elle réfléchit à ce que ça veut dire d'être victime. Et la femme corse, on dit souvent que la société corse est une société matriarcale, ça me hérisse le poil total parce qu'en fait, les femmes, effectivement, elles dominent la maison, elles dominent le foyer, mais dès qu'il s'agit de dominer l'espace social, elles dominent rien du tout. Donc en fait, elles dirigent les hommes, enfin elles sont au service de la puissance masculine, beaucoup. Et elle, en tant que femme corse, elle veut pas être victime. Elle dit mais moi je suis pas victime, parce qu'elles sont fortes les femmes corses, effectivement. Elles dirigent tout, donc d'une certaine façon, c'est normal qu'elles soient fortes. Elles sont taillées pour ça, hein, elles sont taillées pour diriger tout. Mais elle refuse ce statut de victime. C'est un statut qu'elle trouve absolument humiliant. C'est humiliant d'être une victime, donc c'est pas du tout son truc d'être une victime. Et en même temps, à un moment, elle accepte qu'effectivement, elle est une victime. Elle comprend qu'elle est une victime, mais non pas pour s'apitoyer sur elle-même, mais au contraire pour dépasser ce rôle de victime et pour trouver qui elle est réellement. Et je trouve que, bon voilà, ça c'est un parcours féminin d'une femme sous emprise, donc la part... les polars, le roman noir et les femmes, peut-être c'est d'écrire le parcours de cette femme, effectivement, enfin, qui est quand même le sujet du livre. Donc, voilà. Elsa, oui. Alors moi, quand j'ai commencé à lire des polars, des romans noirs, bon, j'ai lu par exemple des livres comme d'Agatha Christie où il y avait quand même des personnages féminins hein, qui étaient déjà intéressants, du Ross Randall. Chez les anglo-saxons, on avait quand même déjà beaucoup de personnages, c'était très psychologique, beaucoup de personnages féminins très forts, très intéressants, pas du tout victimes, hein, souvent, même parfois bourreaux. Et par contre, c'est vrai que si on se tournait vers les Américains, Dashiell Hammett, tout ça, on était en face de l'archétype du détective. Donc on aimait bien aussi, hein, faut bien dire, hein, ils sont séduisants quand même, il y a un côté. Mais je pense que le roman noir évolue avec la société tout simplement. Hein. Et maintenant, bon, les femmes, elles se sont libérées, elles sont plus au foyer, elles travaillent comme les hommes. Enfin. Donc il y a l'évolution du polar qui devait suivre celle de la société, il n'y avait pas de raison. Moi, le premier roman que j'ai publié, donc j'avais pris pour héros un homme parce que je trouvais ça amusant de me mettre dans la peau d'un homme aussi. Hein, des fois, on ne réfléchit pas trop à une femme. Voilà. Mais c'était un policier un peu macho que j'avais choisi vraiment. Bon, il buvait, mais il n'était pas trop alcoolique. Et c'était vraiment en réaction à ce détective. Et en fait, il y avait plein de femmes autour de lui et il s'en prenait toujours plein la tronche. C'était toujours lui qui perdait à la fin. Donc voilà, je pense que c'est cette évolution qui se traduit dans le polar, avec l'arrivée des femmes, et peut-être aussi, je l'espère en tout cas, que les hommes ont évolué aussi. Quand on lit les auteurs actuels, on a quand même plus les stéréotypes qu'on avait avant. Bon, le plus, ça date quand même. Hein, absolument. Et il y a l'évolution de la société qui transparaît tout simplement. Chantal, vous voulez bien conclure sur ce qu'apportent les femmes maintenant dans le roman policier? Oui, c'est ça, c'est-à-dire l'essentiel, c'est effectivement ce qui se passe dans l'ensemble des romans noirs et des romans d'ailleurs jeux. Il y a des choses effectivement qu'on ne ferait plus aujourd'hui et qu'on faisait encore il y a 30 ans. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle, parce que quand on lit aujourd'hui les auteurs de romans noirs qui sont ici, on va pas trouver ces clichés de femmes tête de linotte, qui pensent à rien et qui n'ont que leurs appâts, etc. Ça n'existe plus, donc c'est quand même ça la bonne nouvelle. Donc c'est vrai que pour moi, quand j'ai commencé, mon fil pour entrer dans le roman noir, que je ne connaissais pas, etc., ça a été vraiment de jouer avec ces codes. Et donc quand j'ai commencé à publier la série noire, j'avais inventé un héros qui était un homme. Donc j'ai adoré d'ailleurs me mettre dans la tête d'un homme, mais bon, c'était pas du tout ni un macho, c'était pas du tout quelqu'un qui avait des grandes épaules. Au contraire, c'était plutôt quelqu'un qui avait les pieds dans le dedans et tout ça, même s'il avait beaucoup de charme et beaucoup d'intelligence.
Et je crois que je suis un peu tombée amoureuse de ce héros. Et c'est vrai que ma deuxième série noire, j'ai toujours eu l'impression d'ailleurs que c'était lui qui l'avait écrite. Et ma victoire dans ce roman, qui a été finalement le roman qui m'a le plus porté chance, c'est de le faire tomber amoureux d'une vieille moche. Et en même temps, mais c'était pas de la blague, c'est-à-dire qu'effectivement, elle était formidable, cette femme, et du coup, il était bien amoureux d'elle, et tout ça. Et voilà, je me disais, ben voilà, c'est ça mon fil, quoi, c'est ça, voilà. Merci beaucoup à toutes les trois. Et puis évidemment, vos livres sont disponibles dans la salle. Et c'est vous allez rencontrer votre public. Merci.